Alors donc mon intervention s'intitule « L'empathie en architecture pour une nouvelle compréhension de l'espace ». L'idée étant non seulement d'exposer assez précisément ce qu'on entend par empathie et donc par processus empathique à l'égard des formes architecturales, et de montrer également l'implication qu'a une telle empathie sur notre habitation de l'espace. Car l'empathie est une modalité particulière de notre rapport affectif au monde qui a été théorisée dans la seconde moitié du XIXe siècle en Allemagne sous le terme donc d'Einfühlung. Cette dernière désigne notre tendance fondamentale à projeter notre vie subjective et émotionnelle dans les objets, notre propension à nous identifier à eux et à nous sentir, fühlen, en eux, le préfixe ein, exprimant en effet le mouvement vers l'objet, mais également une unification. Alors que la sympathie, quant à elle, qui désigne notre capacité à nous projeter dans la vie mentale d'autrui, à éprouver la même émotion que lui, se comprend et s'explique aisément en vertu même de l'intériorité de l'autre personne et de son caractère spirituel et plus fondamentalement animé et vivant, l'empathie, elle, recèle un caractère beaucoup plus énigmatique. En effet, comment pouvons-nous ressentir une émotion à la vue d'un objet, inerte, inanimé et dénué de vie? Pourquoi éprouvons-nous un sentiment de gêne et d'amputation, par exemple, à la vue d'un objet cassé? Pourquoi éprouvons-nous au contraire un sentiment de joie et d'épanouissement de nous-mêmes à la vue de nuages arrondis et gorgés de soleil, s'avançant majestueusement dans le ciel? Comment expliquer de telles émotions à l'égard de formes dénuées de vie? Et pourquoi, surtout, leur transférons-nous de telles émotions? Pourquoi, au lieu de dire que nous nous sentons gais ou tristes à la vue de telles choses, ou bien que ces formes nous rendent tristes ou gais, disons-nous que cette chaise disloquée est triste ou que ces nuages sont gais? Notre expérience des lieux que sont les architectures, caractérisées par leur statisme et leur matérialité brute et abstraite, exprime au plus haut point ce mystère de l'empathie. Nous ne pouvons en effet pénétrer dans un édifice sans lui attribuer d'emblée une certaine tonalité affective, une certaine Stimmung. L'intimité, par exemple, ou le grandiloquent, ou encore le joyeux, le triste ou le lugubre. Nous nous sentons d'emblée en accord ou en désaccord avec lui, car nous tendons à nous projeter dans les formes environnantes, ainsi que dans l'espace lui-même, dans l'atmosphère qu'elle dégage, que nous éprouvons d'ailleurs immédiatement sur le mode soit d'une empathie négative, soit d'une empathie positive, soit d'une antipathie, soit d'une sympathie. Ce caractère central de l'empathie dans notre expérience architecturale nous conduira à nous demander si, plus qu'une rémanence atavique de la tendance de l'esprit humain à animer et à conférer une vie à tout ce qui l'entoure, l'empathie ne serait pas une modalité fondamentale de notre habitation des lieux. Autrement dit, si l'empathie, en tant que projection de notre subjectivité, ne nous dit pas quelque chose d'essentiel sur notre façon d'habiter l'espace, y compris sur son versant critique, qui est celui de l'expérience du vertige. Nous aborderons ce problème en prenant appui sur les réflexions des théoriciens allemands du XIXe siècle, qui se sont particulièrement intéressés à l'empathie architecturale, ainsi que sur celles de leurs héritiers contemporains, qu'il s'agisse de phénoménologues ou d'architectes. Et il s'agira pour nous d'essayer de comprendre comment s'opère le mécanisme de la projection empathique, également ce qui le rend possible, et enfin ce qui en fait un trait constitutif de notre habité. Il faut en effet préciser, avant de commencer, que si l'Einfühlung a été notamment abordée dans les études allemandes du XIXe siècle comme la clé pour comprendre les secrets et la spécificité de l'expérience esthétique et de la jouissance esthétique surtout, c'est-à-dire expliquant le plaisir particulier que nous y prenons, l'Einfühlung a aussi fait l'objet de recherches plus spécifiques
dont le but était de comprendre le mystère de l'expressivité des formes architecturales. Car ces dernières, par leur caractère statique, inanimé et non figuratif, sembleraient faire de l'architecture l'art le moins propice à l'expérience empathique et à un transfert empathique. Or, une telle projection existe également à leur égard, comme nous l'avons vu. Mais pourquoi ? Ce que nous souhaiterions montrer, donc, c'est à la fois comment une telle projection est possible à l'égard de l'architecture, et en quoi, en outre, elle y est également déterminante, c'est-à-dire non seulement relativement au sentiment de plaisir esthétique qu'une telle expérience peut susciter, comme à l'égard de tous les arts, mais également et surtout quant à l'habitation du lieu qu'elle permet, et donc en tant qu'elle a une implication éthique et non seulement esthétique. Mais tout d'abord, le comment, donc le mécanisme de l'empathie. Pour ce faire, il nous faut tout d'abord comprendre en effet en quoi consiste exactement ce mécanisme et ce transfert inconscient de nos sentiments dans un objet, où la tonalité affective que nous éprouvons est vécue non pas comme étant la nôtre, ni comme étant un vécu qu'éprouverait l'objet lui-même, puisqu'il n'est pas une personne, mais comme étant une propriété même de l'objet, comme étant un sentiment en quelque sorte objectivé, un sentiment que nous pourrions voir de l'extérieur et non seulement éprouver de l'intérieur. Le terme Einfühlung signifie en effet sentir quelque chose dans un autre que soi, ce qui est a priori paradoxal, puisque je ne peux sentir que ma propre subjectivité et que ma propre activité interne. D'où une double énigme de l'empathie, puisque via cette dernière, en effet, non seulement nous attribuons une tonalité affective à un être en soi dénué de vie, mais en outre, nous faisons l'expérience en troisième personne, depuis un point de vue externe, de ce que nous n'éprouvons d'ordinaire qu'en première personne, en nous et en tant que provenant de nous-mêmes, à savoir de nos sentiments, qui ne peuvent normalement être vécus et non pas vus. Or, comment pouvons-nous voir l'invisible et voir la vie là où il n'y en a pas ? Alors les différents théoriciens de l'empathie, à commencer par le fondateur, alors là je mets les différents noms des auteurs que je vais convoquer, dont l'orthographe n'est pas forcément intuitive. Donc les différents théoriciens de l'empathie, à commencer par le fondateur du concept d'Einfühlung qui s'appelle Robert Fischer, mais aussi ses successeurs et notamment Theodor Lipps, se sont attachés à résoudre cette énigme en soulignant, à l'appui des théories psychophysiologiques de l'époque, le rôle central en la matière du transfert moteur sous-jacent au transfert émotionnel. Transfert moteur qui tend généralement à passer inaperçu, alors qu'il est déterminant et qu'il conditionne même ce dernier. Il joue notamment un rôle particulièrement central dans l'expérience architecturale, comme nous allons le voir. Seul un tel transfert moteur est en effet à même d'expliquer et d'expliciter la double énigme de l'empathie. Et il est nécessaire à cet égard de dire quelques mots de l'essai de Robert Fischer, qui s'intitule « Sur le sentiment optique de la forme », qui a donc été écrit en 1873, où ce dernier s'attache à déterminer la genèse de l'Einfühlung, qui s'avère en fait être une faculté complexe, impliquant une certaine combinaison de facultés mentales. Car loin en effet de précéder dans la genèse de nos facultés la Mitfühlung, la sympathie, grâce à laquelle nous entrons en résonance affective avec les autres hommes, l'Einfühlung présuppose cette dernière, car elle consiste, selon Fischer, dans la généralisation de la Mitfühlung à l'ensemble de la création, animée comme inanimée, c'est-à-dire dans la capacité à entrer en résonance émotionnelle avec des objets et non seulement avec des sujets. L'Einfühlung proprement dite, en effet, engage nos émotions et non seulement nos sensations. Fühlen renvoie au Gefühl, au sentiment, et non à la seule sensation Empfindung. Et pour retracer la genèse de cette dernière, de l'Einfühlung, Fischer met au jour toute une palette de modalités pré-empathiques
qui s'échelonnent sur différents niveaux de complexité, depuis la sphère sensorielle jusqu'à la sphère émotionnelle et aboutissant ultimement à l'Einfühlung. Fischer prend appui pour ce faire sur deux modalités, réceptrice et motrice, de notre sens de la vue, qui se déploient tout d'abord au niveau de nos sensations, donc dites réceptrices ou afférentes, donc Zuempfindung, et de nos sensations motrices ou efférentes, qui impliquent cette fois-ci une activité de notre part, en allemand, Fischer emploie le terme de Nachempfindung. L'impression colorée que l'œil reçoit est un exemple de sensation réceptrice, relativement passive, tandis que la sensation motrice sera par exemple celle éprouvée par l'œil quand ce dernier suit activement les contours d'une forme, du bout des doigts pourrait-on dire, ou quand il embrasse des masses et des surfaces entières ou des volumes, à la manière, dit Fischer, d'une main grande ouverte qui palpe un objet. Un tel mouvement de regard constitue déjà une première forme de transfert empathique dans la mesure où il anime, par ce mouvement, le phénomène inerte qui se présente à lui. Mais un tel transfert se complique dès lors que nos sensations s'accompagnent de représentations mentales, donc Bildvorstellung en allemand, où elles acquièrent alors le statut d'Einempfindungen, qui correspond au troisième point, qui elles aussi peuvent être aussi bien statiques que dynamiques. Il peut en effet très bien m'arriver de sentir l'état de mon corps dans un objet. Par exemple, je peux très bien rêver d'araignées grouillant au plafond d'une maison si j'ai une migraine, ce qui correspond donc à une Einempfindung statique. Il peut également très bien m'arriver de sentir cette fois le mouvement de mon corps dans l'objet, dans le cas donc cette fois-ci d'une Einempfindung dynamique. Je peux par exemple rêver que je tombe d'une tour, si brusquement mon genou s'engourdit et a une réaction motrice, donc de détente. Mais il ne s'agit pas encore ici d'Einfühlung proprement dite, puisque le transfert opéré reste circonscrit au champ sensoriel. Ce n'est que lorsqu'un sentiment s'y adjoint que cette dernière apparaît, en se déclinant là encore sous une forme statique ou dynamique, que Fischer nomme respectivement Zufühlung et Nachfühlung, qui est cette fois-ci enrichie à chaque fois d'une tonalité affective particulière. Une couleur, par exemple, nous paraîtra chaude et cordiale, ou froide, exemple d'empathie statique, tandis qu'une pierre lancée dans les airs nous semblera voler gaiement et joyeusement, exemple d'empathie dynamique. Fischer nomme l'empathie statique empathie physiognomonique, ce qui est assez parlant, et l'empathie motrice empathie mimique. La première étant donc suscitée par des choses en repos, la seconde par des choses soit en mouvement effectif, soit, nous dit Fischer, en mouvement apparent, c'est-à-dire dont l'attitude ou la posture est telle qu'elle donne l'impression que l'objet vient de s'arrêter ou est sur le point de se mouvoir. Fischer prend l'exemple de la paroi d'un rocher qui, saillante par 1000 endroits, semble nous affronter orgueilleusement. Il prend également l'exemple d'un arbre dont les ramures largement déployées paraissent nous accueillir les bras ouverts. Cette référence aux objets en mouvement apparent est centrale, car elle donne mieux à comprendre que les deux autres sortes d'empathie, à savoir celle qui porte sur des objets absolument immobiles et celle portant sur des objets en mouvement effectif. Cette troisième forme d'empathie donne clairement à comprendre comment s'opère la projection empathique dans ces différents cas. Elle fait en effet signe de façon flagrante vers le mouvement que nous transférons inconsciemment aux objets, en vertu duquel ces derniers s'animent et grâce auquel nous ressentons une certaine émotion que nous situons dans l'objet. Ce transfert de mouvement s'explique, selon Fischer, par le fait que notre imagination imite intérieurement la forme vue, la reproduit pour se la réapproprier, et, en vertu de cet acte interne, anime l'objet. Au détour d'une phrase, Fischer va même jusqu'à esquisser l'idée que les mouvements perceptifs eux-mêmes seraient déjà dans le fond des imitations, reproduisant les objets en repassant sur leurs contours.
Cette affirmation mérite d'être soulignée car elle est tout à fait conforme aux découvertes des neurosciences contemporaines, dont les expériences ont révélé que l'observation d'objets statiques et manipulables n'activait pas seulement les aires visuelles du cerveau, mais également les aires motrices qui contrôlent les actions reliées aux objets, par exemple l'acte de saisie. Voir un objet, en ce sens, c'est déjà le saisir, et ce, a fortiori, quand l'objet considéré s'avère retranscrire un mouvement, en être la trace, comme les lettres manuscrites ou des peintures obéissant au principe de l'action painting, ce qui facilite la simulation motrice du sujet percevant. On peut également ajouter que le test de Rorschach atteste ce fait, puisqu'il montre que la forme de la tâche observée éveille le sujet à des vécus moteurs qui sont ressentis dans son corps, et que ce dernier inhibe dans leur extériorisation, et qui par là même confère à la forme vue un mouvement. Le mouvement inhibé est transféré sur la forme vue. La tension motrice qui est ressentie par le sujet ne se résout pas en un automouvement, mais dans la perception d'un mouvement externe. Ce qui est d'ailleurs en conformité avec la loi de l'échange de la perception et du mouvement qui avait été mise en lumière par Victor von Weizsäcker dans le cycle de la structure et qui a beaucoup influencé la phénoménologie. Mais en fait, bien avant ces découvertes récentes, Theodor Lipps rédigea son esthétique en 1903, donc une trentaine d'années après l'essai de Fischer, dans le but de systématiser et d'approfondir cette question de l'empathie. Il prit pour se faire appui sur cette intuition majeure de Fischer, majeure également pour la phénoménologie du XXe siècle, selon laquelle toute perception inclut une activité motrice inhérente. Lipps s'en servit notamment pour clarifier le processus de délocalisation du moi, caractéristique de l'empathie, et rendit par là même clairement compréhensible la double faculté que cette dernière nous donne de voir l'invisible, un sentiment, et de percevoir ce sentiment dans des objets sans vie, et même immobiles, comme c'est le cas des formes architecturales. Car si percevoir une forme, c'est déjà l'esquisser, la reproduire, alors l'on peut dire que nous ne pouvons voir un objet sans en même temps sentir l'activité et le mouvement que nous déployons pour le saisir. Et c'est précisément parce que nous déployons cette activité en direction de l'objet, pour le percevoir, que nous oublions nous-mêmes comme origine de ce mouvement, et que nous rattachons au contraire le mouvement à l'objet, ainsi que le sentiment qu'il induit en nous. C'est ce qui explique que, paradoxalement, dans l'empathie, je perçois mon activité et l'émotion correspondante dans l'objet, c'est-à-dire comme provenant de lui, et non comme venant de moi. D'où l'affirmation restée célèbre de Lipps, selon laquelle l'Einfühlung serait la jouissance objectivée de soi. Alors cette affirmation a cependant également valu à Lipps et aux théoriciens de l'empathie en général un certain nombre de critiques, donc c'est mon second point, notamment de la part des théoriciens de la Gestalt, se demandant dans quelle mesure l'expérience empathique ne serait pas éminemment égocentrée et purement subjective. Le sujet jouissant de soi à travers l'objet, donc n'appréhendant l'objet qu'à partir de lui-même et de ses propres désirs. C'est également la critique d'ailleurs de Benedetto Croce dans le chapitre à propos de la prétendue esthétique de l'Einfühlung, donc qui est reproduit dans ses essais d'esthétique. Croce ne voit en effet dans l'empathie qu'une hédonistique, qu'une culture du plaisir personnel. Or, en réalité, une telle critique n'a pas lieu d'être, car elle ne considère qu'une seule modalité possible de l'empathie, celle que Moritz Geiger, donc phénoménologue du début du XXe siècle, dans son article intitulé « Le problème de l'empathie d'état d'âme », appelle fort justement l'empathie subjectivement conditionnée. Dans une telle empathie, j'aborde en effet les objets à partir d'un état d'âme déterminé, le mien, celui que j'ai à tel moment précis, et que je projette sur les objets qui m'entourent.
Ici, loin de retrouver l'objet et sa tonalité en moi, je retrouve mes vécus dans l'objet. C'est ce qui se produit par exemple quand je repense à une ville ou à habiter un être qui m'est cher, en focalisant d'abord mon souvenir de cette ville à un moment où l'être aimé y habitait encore, puis en un second temps, quand il fut parti, donc après son départ. Alors que dans le premier cas, la ville m'apparaît lumineuse et comme revêtue d'un halo éclatant, dans le second cas, elle me semble recouverte d'un voile sombre. La tonalité sentimentale qui est celle de la ville, dans ces deux situations, c'est-à-dire la lumière ou l'obscurité qu'elle irradie phénoménologiquement, est alors uniquement due à la projection de mon propre sentiment et ne dépend là, effectivement, aucunement des caractéristiques de l'objet. Mais il existe une autre modalité de l'empathie, qu'avaient plus proprement en tête d'ailleurs les théoriciens que nous avons cités, que Moritz Geiger appelle l'empathie objectivement déterminée, objectivement conditionnée, pardon, où cette fois, l'objet est le guide, c'est-à-dire où je me laisse porter par la tonalité affective qu'il dégage, à laquelle je m'abandonne en faisant en sorte que mon état d'âme ne fasse qu'un avec lui. Ici, le halo lumineux ou sombre que je projette inconsciemment sur l'objet est appelé par les caractéristiques mêmes de ce dernier, que Geiger propose d'appeler caractères sentimentaux. Une telle empathie est fréquemment éprouvée, par exemple quand je pénètre dans une pièce sombre, ou au contraire très claire, de même lorsqu'un soleil éclatant règne dehors, ou qu'au contraire il pleut. Le sentiment de gaieté ou de tristesse que je projette alors sur tel ou tel lieu n'est absolument pas arbitraire ou purement subjectif, mais il est réellement co-conditionné par l'objet, est appelé ou exigé par lui, écrit Lipps, dans un article intitulé « Empathie et plaisir esthétique ». Les propriétés formelles de l'objet font en effet qu'il demande d'être perçu de telle ou telle manière. Une ligne droite, une ligne ondulante et une ligne zigzagante n'exigeront pas de moi le même type d'activité psychique. Le mouvement d'extension et de délimitation que doit opérer mon regard intérieur ne se fait pas arbitrairement. Il est guidé par la direction particulière de la ligne, par son rythme, la concentration et la dissolution, la tension et la détente, l'avancée et la retenue, etc. Le rythme de la forme commande la motricité qu'elle nous fait ressentir. L'amplitude notamment des lignes courbes leur conférera par exemple dans mon regard des vitesses différentes et me fera éprouver des tonalités affectives correspondantes. Le calme par exemple pour la ligne droite, la puissance pour la ligne verticale et l'inquiétude pour la ligne zigzagante. Enfin la joie pour la ligne ondulante, que l'on éprouve au plus haut point à la vue des façades baroques de Borromini par exemple, comme celle de Saint-Charles aux Quatre-Fontaines, qui repose sur un contrepoint de courbes triplement concave tout en haut, puis concave, convexe, concave au milieu et en bas, ces deux dernières se distinguant par l'orientation différente dans laquelle elles s'offrent à nous en vertu de la déformation due à la perspective, et donc introduisant une irrégularité dans la régularité. Ainsi, si l'origine du sentiment éprouvé par empathie est dans le sujet, qui le transvase dans l'objet, il reste que ce transfert et la nature du sentiment ressenti, à savoir son caractère triste, joyeux, mélancolique, sont déterminés par les caractères de l'objet, par sa configuration et son rythme spécifique. Rythme qui peut être atmosphérique, reposant sur un certain jeu d'ombre et de lumière, ou plus proprement formel et linéaire. L'empathie est en ce sens co-constituée par le sujet et par l'objet, co-constituée dans ce que le phénoménologue Henri Maldinet appelle un cycle de l'œuvre et du témoin. L'expérience empathique est moins en effet un transfert unilatéral de la vie interne du sujet dans l'objet qu'une rencontre du sujet et de l'objet, un lieu d'échange entre l'espace propre et l'espace étranger, où chacun n'existe à soi qu'à travers l'autre, et où l'objet a donc le statut d'un quasi-sujet, même s'il est inanimé et inerte.
quand mon regard se laisse porter par tel ornement ou frise architecturale, par exemple les stries horizontales noires qui rythment les murs de briques de la Villa Cavrois de Mallet Stevens à Croix, et que l'on retrouve à l'intérieur, au niveau par exemple des radiateurs, des revêtements métalliques qui sont posés dessus, je ne suis absolument pas renvoyée à ma propre identité, mais, comme le dit encore Henri Maldinet, à des possibilités qui me sont soudain révélées et qui sont imprévisibles. Alors là, on voit effectivement qu'on a ce rythme linéaire et noir qui se répercute à la fois à l'intérieur et à l'extérieur à tous les niveaux. Donc là, c'est la suite. Mais ce qu'on peut ajouter, c'est que cette situation donc, de co-constitution ne concerne pas uniquement mon regard, surtout dans une architecture dont la forme enveloppante recèle un caractère requérant. Au contraire, elle s'étend à notre corps tout entier, puisque non seulement mon regard, mais mon corps lui-même s'adapte et se conforme à ce qu'il appréhende. Le sentiment que j'éprouve dans l'empathie va souvent de pair avec le sentiment d'une modification des limites de mon propre corps, lequel s'enveloppe en quelque sorte dans les contours de l'objet comme dans un vêtement. Robert Fischer le soulignait déjà, prenant appui sur l'essai de Karl Albert Scherner, intitulé « La vie du rêve », qui a beaucoup influencé Freud également, où Karl Albert Scherner montre que dans le rêve, le corps s'objective lui-même en des formes spatiales, sous l'effet de certaines excitations. La ressemblance de ces formes vis-à-vis du corps peut n'être qu'approximative. Par exemple, le corps représenté symboliquement dans le rêve prend souvent la forme d'une maison ou d'une partie d'une maison. Et la même incorporation à notre propre corps, donc d'une forme étrangère, qui se manifeste dans la vie nocturne, se manifeste également dans la vie diurne, comme le souligne Fischer, en distinguant, outre les modalités statiques et dynamiques de l'Einfühlung que nous avons déjà citées, deux autres modalités qui sont centrales pour nous dans la mesure où elles engagent cette fois plus proprement notre habitation de l'espace. Fischer les nomme d'une part Zusammenfühlung, ou sentiment de contraction, et d'autre part Ausfüllung, ou sentiment d'expansion, qui renvoie au sentiment d'accroissement ou de diminution que j'éprouve en étant confronté à des objets plus petits ou plus grands que moi. Les exemples cités par Fischer pour le sentiment de contraction sont l'étoile, la fleur, le ressenti corporel étant celui de la ceinture trop serrée, tandis que les objets impliquant un sentiment d'expansion seront par exemple un édifice architectural, ainsi que les éléments milieux, pourrait-on dire, tels que l'eau, l'air, le ressenti corporel étant cette fois celui de l'ample manteau. Ces deux modalités de l'empathie s'appliquent bien entendu également aux objets en mouvement, cinétiques ou génétiques, en fonction de leur grandeur ou petitesse. Or, la distinction de ces deux nouvelles modalités de l'empathie est parfaitement centrale, car les architectures sont des situations particulièrement propices à l'expérience d'une telle incorporation et d'une telle fusion empathique. Nous nous y apercevons au plus haut point, en effet, combien, je cite Fischer, la contemplation des contours d'une forme peut obscurément se combiner avec la sensation des limites de notre propre corps. Si nous pénétrons dans une chambre basse, notre corps tout entier est frappé d'une sensation de pesanteur et de pression. De même, des murs affaissés affecteront la sensation fondamentale de notre statique corporelle. Lipps, dans son article intitulé « Empathie, imitation interne et sensation organique », prend lui aussi l'exemple des formes architecturales et souligne le sentiment d'expansion interne et d'épanouissement vital ressenti quand nous pénétrons dans une vaste salle. Le transfert empathique dans les formes architecturales ne nous touche pas seulement émotionnellement, mais nous commotionne au plus haut point. Et si les auteurs tendent à privilégier les exemples architecturaux pour expliciter le mécanisme de l'empathie, ce n'est sans doute pas un hasard. C'est que l'expérience de l'architecture donne le mieux à voir les traits constitutifs du processus empathique, et ceci peut être, comme nous allons le voir,
en vertu d'une certaine parenté existant entre les formes architecturales et notre propre corps, parenté qui expliquerait l'induction motrice et affective particulière qu'elles ont sur nous, et le rôle de cette dernière dans notre habitation de l'espace. J'en arrive à mon troisième point, donc sur la condition de possibilité de l'empathie architecturale, qui n'est autre qu'en fait une certaine parenté existentielle entre l'homme et les formes architecturales elles-mêmes. Car Fischer avait déjà identifié le rôle déterminant pour la projection empathique de ce qu'il appelait le critère de ressemblance. Mais le problème est que ce dernier s'inscrivait avant tout sur un plan encore psychophysiologique, puisque Fischer s'inspirait alors très fortement de la loi physiologique établie par Fechner et Wundt, faisant dépendre le caractère agréable ou désagréable d'une forme considérée de sa conformité ou absence de conformité à nos structures perceptives. À nos organes perceptifs. Alors on peut qualifier cette loi de principe de conformité ou de principe du moindre effort dans la mesure où le plaisir ressenti est conçu comme provenant de la facilité avec laquelle l'objet s'adapte à nos structures perceptives. Par exemple, dans la mesure où notre œil, quand il doit suivre un axe horizontal ou vertical, tend spontanément à se mouvoir en ligne droite, et tend au contraire à se déplacer de façon légèrement incurvée quand il suit une diagonale. En raison même donc de cette propension naturelle à se déplacer ainsi, notre œil percevra comme rebutante et désagréable une ligne droite en diagonale et une ligne brisée horizontale ou verticale, car ces dernières nécessitent de notre œil un mouvement qui ne lui est pas naturel et qui requiert donc un effort de notre part. De même, la ligne horizontale sera en soi plus agréable que la ligne verticale, dans la mesure où nos yeux, étant eux-mêmes agencés selon une ligne horizontale, la suivront beaucoup plus facilement. Mais un tel parallélisme physiologique entre les formes et nos structures perceptives ne suffit cependant pas à expliquer la palette infinie des émotions que les formes, et notamment les formes architecturales, suscitent en nous, qui excèdent de loin la simple polarité plaisir-déplaisir. Lipps, en effet, avait, quant à lui, spécifié ce sentiment d'accord et de désaccord avec les formes, en montrant qu'il engageait moins nos structures physiologiques que notre sentiment vital et existentiel lui-même, notre Erlebnis, disait-il, et la Stimmung, la tonalité affective qui le caractérise. De sorte qu'une forme suscitera en nous ce que Lipps appelle une empathie positive, si le mouvement qu'elle exige de nous est conforme à notre activité interne et à notre état d'âme du moment, et si tel n'est pas le cas, elle suscitera en nous une empathie négative, un sentiment de désaccord, nous contraignant à déployer une activité interne contraire à celle qui est alors la nôtre. Mais c'est Heinrich Wölfflin, dans ses prolégomènes à une psychologie de l'architecture, qui remit pleinement en cause la réduction de l'expérience empathique au parallélisme psychophysique, en soulignant l'accord existentiel profond existant entre les formes architecturales et l'homme. En effet, ce qui explique que les formes architecturales soient si expressives pour nous, ce n'est pas le fait qu'elles se prêtent plus ou moins bien à nos structures perceptives. D'une part, parce qu'il est possible de tirer du plaisir de l'effort lui-même, et d'autre part, parce que la loi de la conformité, mise au jour par Wundt, ne tient compte que de l'aspect optique des formes, du dessin qu'elles tracent, et non de leur corporéité, de leur massivité, alors que c'est avant tout cette dernière qui exerce une prégnance sur notre sentiment vital, parce qu'elle agit directement sur notre propre corporéité. Et c'est en outre une telle massivité qui caractérise les formes architecturales, qui sont volumiques et ne produisent pas sur nous l'effet de pures formes géométriques, plates et bidimensionnelles. Si les formes architecturales suscitent directement en nous une empathie à leur égard, si nous ne pouvons pas ne pas ressentir l'élancement d'une colonne vers le haut, par exemple, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes des corps,
des Mason-Formen, écrit Wölfflin, et parce qu'elle partage avec nous ce qu'il appelle les mêmes catégories corporelles, à savoir la dureté, la pesanteur, l'équilibre, la résistance. C'est parce que notre corps fait constamment l'expérience vécue de la pesanteur et de la lutte contre la pesanteur, qu'il voit dans les formes architecturales des forces plastiques qui luttent elles aussi pour se maintenir dans leur être. Ce n'est donc pas en vertu d'une ressemblance anthropomorphique de ces dernières avec nous que nous empathisons avec elles, mais parce qu'elles expriment dans leur tenue et dans leur posture les grands sentiments de l'existence, Daseinsgefühl, dit Wölfflin, les tonalités affectives fondamentales que ressent notre corps dans sa confrontation avec le monde, et que l'on peut également appeler, à la suite d'Henri Maldinet, les directions de sens, lesquelles sont indissolublement spatiales, affectives et motrices. L'ascension et la joie, la chute et l'effroi ne font qu'un, en effet, pour notre vécu. Les directions de sens manifestent une liaison originaire de la forme et du sens, une liaison éprouvée, vécue, c'est-à-dire dont la signifiance est apprise par l'épreuve, patei matos, disait déjà Échille dans l'Agamemnon. Elles ont par là même également trait à notre conduite, à nos différents styles d'être au monde, d'habiter le monde. Toutes les architectures articulent les directions fondamentales de la verticalité et de l'horizontalité, du haut et du bas, dont la lutte et le conflit ont une portée existentielle, nous renvoyant à notre lutte pour nous tenir debout envers et contre toutes les crises que nous rencontrons. De cette parenté existentielle témoigne l'importance qu'accorde Wölfflin au phénomène de notre respiration, qui est directement mobilisé dans l'expérience empathique, architecturale. Notre rythme respiratoire tend en effet à se régler d'après l'ampleur ou l'étroitesse des colonnes et des espaces que nous rencontrons. De sorte, écrit Wölfflin, que nous réagissons comme si nous étions cette colonne portante et respirons profondément et pleinement comme si notre poitrine était aussi vaste que ces larges espaces ouverts. Or, qu'est-ce que la respiration, si ce n'est le phénomène le plus primitif et le plus originaire de notre être au monde, indissolublement biologique et spirituel, pneuma, le souffle, désignant ce qui est animé, mais aussi ce qui est relatif à l'esprit. La respiration est par là même, pour Wölfflin, et comme il le souligne d'ailleurs, l'organe interne le plus expressif de l'homme, plus encore que la voix, celui dont le rythme se communique le plus aisément, le plus facilement. La respiration est la réalité qui nous rend le plus irrépressible le vivre avec, mit erleben, de l'empathie, parce qu'elle touche au tréfonds de notre être. Ce n'est pas un hasard si l'expansion et la contraction sont des sentiments d'existence si primordiaux, qui correspondent, selon Maldinet, aux deux a priori pathiques de notre être au monde, deux a priori affectifs, que sont la confiance d'une part et l'angoisse d'autre part. Il renvoie en effet à une ouverture et à une fermeture au monde, à une diastole ou à une systole qui sont le signe d'une existence confiante ou au contraire repliée sur soi. Cette implication de la respiration dans l'empathie architecturale fait en outre signe vers une modalité centrale de cette empathie qui, loin de s'opérer uniquement vis-à-vis des formes architecturales, c'est-à-dire des ornements, des colonnes ou des murs, se déploie au niveau de l'espace lui-même, de l'espace interne aux architectures. Cette empathie spatiale mérite d'être soulignée car elle est une caractéristique propre aux architectures par rapport aux autres arts. Elle fait en outre signe vers un nouveau type de parenté, spatiale cette fois, et non seulement corporelle, entre l'homme et l'architecture. Ce que montre en effet l'interaction entre l'espace d'une architecture et ma propre respiration, c'est que, comme le souligne Maldinet à la suite de Heidegger, mon corps n'est pas présent à l'espace à la manière d'une chose, laquelle est simplement là, enfermée dans des limites précises. Mon corps propre n'est pas dans l'espace mais à l'espace, c'est-à-dire ouvert à l'espace, et par cette ouverture même spatialisant. Il dégage en effet, en tant que fondamentalement animé, moteur,
expressif, signifiant, un espace de présence, une aura de présence qui excède les limites objectives de ma propre peau. Mon corps est en effet, et en ce sens, le foyer de son propre espace qu'il transporte avec lui, dont il est le centre, et le centre rythmique, car comme l'écrit Maldiné, habiter, c'est hanter l'espace, c'est y être présent hors de soi et en même temps intégrer ce hors. Notre manière d'habiter l'espace et de nous approprier un lieu passe par un processus d'ouverture et de recueil, d'épanchement diastolique et de retour à soi. Loin d'être présent en effet sur le mode punctiforme d'un être simplement ici, enfermé dans son ici, l'homme s'ouvre d'emblée au lointain et se rassemble en soi-même à partir de ces lointains. Cette ouverture rythmique au monde est déjà présente, bien sûr, dans le phénomène de la respiration, comme l'illustre Maldiné en citant un poème de Rilke intitulé Atmen, donc qui signifie respirer en allemand. Ce poème retranscrit très bien le processus empathique que je déploie vis-à-vis de la totalité de l'espace qui m'entoure, c'est-à-dire ma projection dans la totalité de l'espace. Voici comment débute en effet le poème. Respirer, poème invisible, pur échange perpétuel contre mon être propre de tout l'espace du monde, contrepoids dans lequel, à moi-même, rythmiquement, j'adviens. Quand je pénètre dans une salle, par exemple, je me trouve en effet d'emblée ouvert à la totalité de l'espace, et c'est à l'aune de cette projection que j'opère un retour sur moi pour déterminer mes déplacements au sein de cette pièce. Comme l'écrivait déjà Heidegger dans son essai Bâtir, habiter, penser, si je me dirige vers la sortie de cette salle, j'y suis déjà, et je ne pourrais aucunement y aller si je n'étais ainsi fait que j'y suis déjà. Il n'arrive jamais que je sois seulement ici, en tant que corps enfermé en lui-même. Au contraire, je suis là, c'est-à-dire me tenant déjà dans tout l'espace. Et c'est seulement ainsi que je puis le parcourir. Une chose ne m'est proche que sous l'horizon de ma présence, de mon ouverture au lointain. La proximité, loin d'être contraire de l'éloignement, l'implique. Et toute habitation authentique de l'espace exige en ce sens une empathie spatiale qui se déploie selon une ouverture et une fermeture rythmique qui, comme l'avait déjà souligné Wölfflin et même Fischer avant lui, agit sur le style d'être de mon corps, sur ma tenue, et qui aura tendance en effet à se redresser et à s'affaisser selon la nature de l'espace où il se trouve. Mais cette première projection empathique dans l'espace, depuis un poste fixe, rendue possible par la capacité de mon corps traversé de tensions motrices à s'ouvrir à l'espace, est indissociable d'une seconde forme d'empathie spatiale, se déployant quand je me mets en mouvement pour explorer l'espace, pour explorer notamment les parties qui me sont cachées. Une telle empathie sera induite par l'actualisation de mes potentialités motrices et sera source d'une expérience plénière, source d'une expérience plénière de la profondeur. Auguste Schmarzow, théoricien allemand de la seconde moitié du XIXe siècle, s'est explicitement centré sur la dynamique du corps en mouvement dans l'espace et sur le mécanisme empathique qui s'y rattache. Autrement dit, sur la spécificité de la projection motrice qui s'opère lors d'une déambulation corporelle. Bien avant Heidegger et Maldiné, Schmarzow souligna la parenté profonde de notre corps et de l'architecture, tous deux créateurs d'espace, ainsi que la genèse de l'architecture en tant qu'art de l'espace à partir de ma propre constitution corporelle. Le système axial des coordonnées, qui constitue la loi de formation de l'espace, découle en effet directement de notre configuration corporelle et de notre schéma dynamique. La verticale, l'axe de la hauteur, c'est avant tout la surrection de mon corps, prolongé par mes bras s'élevant vers le ciel. La largeur, c'est d'abord l'ouverture latérale de mes bras, et enfin la profondeur, c'est avant tout celle que j'instaure en étendant mes bras devant moi et en avançant. De même, les dimensions spatiales fondamentales que sont le haut et le bas,
la droite et la gauche, l'avant et l'arrière, découle directement de notre constitution verticale et symétrique. Elle n'a pas de sens, par exemple, pour les organismes structurés selon un plan radial et concentrique, comme les étoiles de mer. Notre corps s'avère ainsi être le pôle d'engendrement de l'espace, et par conséquent de l'architecture elle-même. Schmartso anticipe ici sur les propos de Heidegger et de Maldinet, en ajoutant toutefois que cette spatialisation, induite d'emblée par notre propre corps, effective dès notre tenue debout, tendue entre ciel et terre, ne s'accomplit pleinement que par le mouvement. La profondeur, qui est la dimension spatiale principale de l'architecture, ne se donne en effet pleinement à nous que quand nous nous mettons à nous mouvoir. Elle est en ce sens la sécrétion même du sujet se mouvant, une projection provenant de l'intérieur du sujet, écrit Schmartso, mettant ainsi au jour un nouveau type d'empathie motrice, induite non plus par notre seul regard, ni par notre corps immobile, mais par notre corps en mouvement. Ici, encore, le rythme joue un rôle central, car c'est précisément le rythme de nos pas qui conditionne la manière dont la profondeur nous apparaît. Une telle rythmisation obéit à un besoin humain intime et fondamental, celui de dynamiser la succession uniforme des sensations qui s'offrent à nous, afin d'échapper à la pure répétition du même, qui est anxiogène. Et de fait, nous tendons ainsi à rythmer inconsciemment tout ce qui se donne à nous. Et il s'agit en fait par là non seulement de dynamiser nos sensations, mais également de les ordonner, d'opérer une sorte de tri dans la pléthore d'impressions qui s'offrent à nous, comme c'est le cas dans un milieu enveloppant, nous débordant de toutes parts. Une telle empathie rythmique dans l'expérience architecturale produit un effet d'optique qualifié par l'historien d'art Peter Collins de parallaxe, laquelle désigne le mouvement apparent des formes induit par notre automouvement. Et cet effet avait notamment été consciemment recherché au XVIIIe siècle par des architectes tels qu'Étienne Louis Boullé ou Claude Nicolas Ledoux, qui cherchaient à produire un tel glissement visuel apparent des formes sous nos pas. Comme l'écrit Schmartso dans son essai, donc dans un essai qui s'intitule Sur l'essence de la création architecturale, le sujet transfère sa sensation du mouvement sur la forme spatiale immobile. Cette animation des formes sous nos pas est fondamentale, car c'est elle qui, via le glissement et l'entrecroisement optique des formes, des pans de parois et des colonnes les unes par rapport aux autres, nous donne une sensation de profondeur qui est donc centrale. Or, dans la mesure où la profondeur est en quelque sorte la chair de l'espace, ce qui nous rend le vide sensible, en transformant la béance en patence, une telle empathie spatiale et rythmique est essentielle à l'habitation plénière d'un lieu. Ceci implique que les lieux où l'homme vit, pour être réellement habitables, doivent receler un espace de jeu suffisamment profond, rendant possible un libre déploiement de nos mouvements, et maintenant ainsi ouvert l'espace interne de l'architecture, qui ne doit pas être vécu comme étant emprisonnant, qui ne doit pas paraître fermé. C'est à cette seule condition, comme le dit Schmartso, que le lieu où nous vivons passe du statut de coquille ou de refuge à celui d'habitation. Et comme le souligne cette fois Maldinet, l'organisateur de l'espace architectural ou urbain doit permettre à ses habitants, qui ne sont pas des simples usagers de passage, mais des existants, il doit leur permettre justement l'existence, c'est-à-dire exister hors, de manière ouverte. Il s'agit par là d'une tâche éthique fondamentale de l'architecte qui, s'il ne conçoit et ne construit que des containers en quelque sorte où l'on ne peut loger que des objets, objective par là même l'homme. L'architecte Georges-Henri Pingusson, qui est un disciple de Le Corbusier, défendit notamment durant toute son existence une telle idée, refusant de concevoir des habitations réduites au strict minimum. En témoigne notamment sa préconisation de construire toujours au moins une pièce en plus des pièces fonctionnelles, une pièce sans usage prédéfini, laissant ses habitants futurs libres de se l'approprier comme bon leur semblera et de modifier sa fonction au gré de leur choix de vie.
L'empathie en architecture a ainsi étroitement à voir avec notre habitation de cette dernière, où elle tend à se déployer sous la forme d'une projection indissolublement spatiale et rythmique, qu'il s'agisse du rythme sous lequel se déploie notre être au monde, notre ouverture à l'espace, ou du rythme engendré par notre mouvement exploratoire. Mais ici aussi, une empathie négative peut apparaître, car si nous sommes, en tant qu'hommes, à l'origine des espaces architecturaux, ces derniers sont chacun configurés selon un schéma spatial propre qui peut entrer en résonance ou en dissonance avec le cadre rythmique que notre mouvement instaure et avec la tonalité affective qui lui est corrélative. Comme l'a très bien thématisé le philosophe allemand contemporain Gernot Böhme dans son ouvrage intitulé Esthétique, l'on peut distinguer deux expériences possibles des atmosphères, qu'il nomme respectivement, pour la première, expérience d'envahissement ou d'invasion, en allemand c'est Ingressionserfahrung, et d'autre part des expériences de discordance, Diskrepanz en allemand, qui correspondent en gros à la distinction lipséenne empathie positive, empathie négative. Un exemple paradigmatique du premier type d'expérience est celui où nous pénétrons dans une architecture caractérisée par une certaine tonalité affective, par exemple la solennité, qui tend à nous disposer de la même façon, et à nous rendre nous-mêmes solennels, parce que notre état d'âme lui-même s'y prête, ne lui oppose pas de résistance. Le second type d'expérience apparaît au contraire quand la climatique du lieu est radicalement opposée à la mienne. Par exemple, quand je fais l'expérience donc d'une sollicitation à endosser une certaine climatique qui est absolument contraire à mon propre état d'âme. L'atmosphère d'un lieu n'agit en effet directement sur moi que quand mon état d'âme est relativement neutre. Si au contraire je suis triste, comment pourrais-je me laisser imprégner par la sérénité d'un lieu où pénètre la lumière d'une matinée de printemps? Cette dernière tend au contraire à faire ressortir par contraste ma propre tristesse et à me la rendre plus vive. La confrontation à une atmosphère radicalement différente de mon état d'âme tend en outre à susciter en moi un sentiment de surprise et presque d'inquiétante étrangeté en vertu de ce contraste et de la prégnance qu'exerce sur moi cette atmosphère en dépit de mon état de tristesse qui tend de ce fait à devenir double. Cette expérience montre que l'on ne peut réduire l'empathie architecturale à un phénomène de résonance. Une discordance peut apparaître et cette dernière, loin d'être à exclure de l'acte d'habiter, en fait pleinement partie. L'on peut même à bon droit se demander si une telle expérience ne joue pas un rôle déterminant dans notre habitation d'un lieu. En effet, l'acte d'habiter, loin d'être une activité se déployant sans encombre, exige de nous que nous nous acclimations au lieu que nous découvrons, ce dernier exigeant une transformation de notre part. Si, encore une fois, nous projetons dans l'espace notre propre rythme et état d'âme, cette projection interfère avec la rythmique et la climatique propre au lieu. Schmartau lui-même voyait dans l'histoire des styles architecturaux une histoire des espaces, au pluriel, chaque style architectural et même chaque architecture particulière rendant possible, par son schéma spatial spécifique, une confrontation nouvelle de l'homme et du monde. Or, une telle confrontation, en tant qu'inédite, passe généralement et même nécessairement par une phase de désorientation et de vertige, laquelle n'a rien de négatif, mais participe, en fait, au charme de la découverte de l'inconnu. Elle est en outre le reflet même de notre existence, puisque cette dernière, oscillant entre angoisse et assurance, consiste elle-même en une surmontée perpétuelle des aléas du réel et des crises ouvertes par chaque nouvel événement. Exister, c'est en effet s'exposer au dehors au péril de soi-même, tout en assumant cette ouverture et l'imprévisibilité foncière à laquelle elle est confrontée. À cet égard, une maison ne gagne pas à se donner d'emblée, comme dit Pingusson, comme une coquille résonante de notre rayonnement psychique, faite à notre image, et dont la réverbération nous apporte la quiétude. Au contraire, son habitation devient beaucoup plus active et stimulante si la demeure dégage une spatialité et une atmosphère inattendues auxquelles, je cite encore Pingusson, nous sommes heureux de nous adapter comme les pionniers d'une terre inexplorée et qui en découvrent l'originalité.
Il nous est en effet alors ouvert la voie à une découverte progressive d'un espace qui nous est étranger, dont nous ne soupçonnions pas les nombreux attraits, et qui construit un plaisir que nous n'avions pas imaginé. Et, pourrions-nous ajouter avec Maldiné, où nous nous découvrons passibles de ce que nous ne croyions pas possible au départ. Et de fait, l'architecture postmoderne, donc vous avez ici un premier exemple, a ainsi volontairement cultivé l'empathie négative, à un point extrême d'ailleurs, on le voit ici avec cette extension du musée de Denver, dont l'intérieur est complètement asymétrique et complètement distordu au niveau même des espaces où l'on se déplace. Et là on ne voit pas très bien, mais le plafond est incurvé et donne un effet de déséquilibre, une impression de déséquilibre. Et vient en fait le recours aux distorsions et aux asymétries. Il s'agit de susciter en nous un malaise et une angoisse quasi existentielle. Cette thématique a été notamment travaillée par Anthony Vidler, qui a beaucoup mis en avant cette dimension angoissante propre à l'art postmoderne. Mais cela dit, l'habitation n'exige pas de l'architecture qu'elle transforme le pathique en pathétique, l'ouverture en ostentation. Avec l'architecture, dit Maldiné, l'homme doit brusquement avoir la surprise d'être, d'exister pour la première fois. Là est l'événement. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de la surprise, mais ce qui en fait, dit encore Maldiné, un dérangement révélateur, nous éveillant à nous-mêmes et à notre propre être là. Ainsi en est-il de la Villa Mairea d'Alvara Alto, qui est traversée d'espaces de déambulation fluide et courbe, ces derniers ménageant, ou tournant, des zones cachées qui sollicitent notre curiosité et que nous sommes donc incités à aller voir. Alors ici, on le voit vaguement au niveau de l'entrée sur la droite, la première forme incurvée qui se présente dans le vestibule, dont je vous donnerai un exemple. Là, on voit le début la fin de cette forme courbe. Et de fait, chacune des pièces de cette maison présente des échappées qui suggèrent d'autres pièces à explorer. C'est assez présent dans ces différentes photos. On a toujours un bout d'espace que nous sommes incités à aller voir, qui nous est en partie caché. Et il en est également de la Villa Cavrois de Mallet Stevens, qui, étant haute sous plafond, peut sembler au premier abord déstabilisante, mais dont le vide, en fait, est articulé par le rythme chaleureux des matériaux dont la saisie nous arrache au vertige initial. Alors là, on ne le voit pas parce que ce sont des photos d'époque, donc en noir et blanc, mais les murs des pièces sont recouverts d'un revêtement partiel de marbre vert ou jaune de Sienne ou de boiserie, qui crée autant de jeux de polychromie, rendant la hauteur sous plafond moins oppressante. C'est le cas également des mezzanines, qui impliquent elles aussi un mécanisme empathique double, d'abord négatif, puisque quand nous nous approchons d'elles par en dessous, ces dernières produisent un jeu de parallaxe, cette fois-ci horizontal, plus oppressant que la parallaxe verticale qu'on trouve par exemple au niveau des colonnes, dans la mesure où la structure horizontale saillante s'avance frontalement et presque dangereusement au-dessus de nous, à l'image des toits terrasses en porte-à-faux de Mies van der Rohe. Alors je vais y revenir. Donc là on en voit un, donc, notamment la Neue Nationalgalerie de Berlin, qui a été faite sur le modèle du siège administratif de la distillerie de rhum Bacardi à Cuba, où on joue sur cet effet de porte-à-faux. Mais en même temps, les mezzanines de la Villa Cavrois et de l'hôtel Mallet Stevens dénivellent le plafond et viennent en ce sens scander et animer l'espace vide. Elles le font paraître en quelque sorte moins vaste. L'on peut enfin également citer, pour ces jeux de dénivellation du plafond, le hall de la Villa Cavrois, dont je vous ai montré au début. Et enfin, on peut prendre comme ultime exemple les fenêtres saillantes du premier étage de la Villa Mairea, qui articulent elles aussi cette double climatique, puisqu'elles constituent des coins où se réfugier, mais pour mieux s'ouvrir à l'extérieur. De telles architectures, en instaurant une telle dialectique, alors là je vous l'ai mis pour, puisque sur l'image de gauche, on voit bien
les fenêtres... je me rends compte que c'est l'image de droite, oui. On voit bien les fenêtres saillantes. Donc, tout ceci pour dire que de telles architectures, donc, en instaurant une dialectique entre l'empathie positive et l'empathie négative, cultivent la rencontre et la surprise, maintenant ainsi en éveil notre ouverture à l'espace et à nous-mêmes. Elle constitue par là même le modèle d'une habitation véritable, articulant rythmiquement les deux climatiques originaires de notre être au monde, que sont l'angoisse et l'assurance. Ainsi, l'on peut dire pour conclure que l'empathie que nous déployons à l'égard des formes architecturales, qu'elles soient relatives aux lignes, au volume ou à l'espace, loin d'être le résultat d'une projection purement subjective de nos propres désirs, applicable en droit à tout objet, s'avère être en réalité un trait déterminant de notre expérience architecturale, et même de ce qui la caractérise en propre, dans la mesure où elle n'engage pas seulement une expérience esthétique plaisante ou déplaisante, mais notre habitation, et même notre existence en général, car l'on existe pleinement, c'est-à-dire rythmiquement, que dès lors que l'on habite. C'est peut-être même cette dimension éthique de l'empathie architecturale qui l'apparente le plus à la sympathie qui se déploie dans les rapports intersubjectifs humains et à l'ouverture attentive à l'altérité qu'il a aussi exigée de nous.